Alors, bonjour à tous. D'abord, merci à l'Université de Tours, merci à François, merci à Baptiste, merci au SUP de m'avoir invité, puisque ça a le goût d'une petite madeleine en ce qui me concerne, et une madeleine qui date d'il y a quelques années, puisque il y a 40 ans précisément, j'étais étudiant ici, pas à l'université, mais à l'école d'éducateurs en face, de l'autre côté de la Loire, et que dans cette école d'éducateurs, ma vie a basculé, puisque ma troisième formation d'éducateur, je l'ai faite à l'université de Montréal. Et un jour, j'ai rencontré un monsieur à l'université de Montréal qui s'appelle Seymour Papert, qui est le créateur de Logo et probablement le premier chercheur sur ce qu'on a appelé les TIS après, qui m'a emmené en stage au MIT. Vous imaginez que je suis devenu un être totalement hybride. Voilà. Alors, je vais m'adresser à vous plutôt du point de vue des SHS, globalement, puisque je co-dirige le plus gros réseau de recherche francophone sur les usages des technologies, qui vient de fêter ses 20 ans. Donc, ça s'appelle le GIS Marsouin. GIS, ça veut dire Groupement d'intérêt scientifique, qui regroupe les universités de Bretagne et de Pays de Loire, 3 grandes écoles, en gros 18 labos de sciences humaines et sociales, qui travaillent à la compréhension finalement de la transformation numérique. Ce qui donne peut-être à mon propos une fonction un peu transversale, avec une commande pour ce matin de situer le contexte et de ne pas rentrer finalement dans les processus d'accessibilité, mais d'essayer de les comprendre au regard de c'est quoi la société numérique, avec démarche tout à fait parallèle aux travaux de mon collègue André Tricot, puisque voilà, on a développé depuis 10 ans ou moins un ensemble de recherches sur les questions d'éducation et les questions d'inclusion, dont un certain nombre de pays. Finalement, je vais m'asseoir, parce qu'il fait un peu chaud, voilà. Et je peux prendre celui-là. Bon, je te laisse faire. Et donc, je vais commencer par vous embêter, parce que quand on parle de numérique, on peut parler d'outils, par exemple. Mais parler d'outils et d'instruments, ce n'est pas tout à fait la même chose. On peut parler de représentation des technologies, mais on peut aussi parler de pratique. Donc je vais commencer par vous donner quelques repères théoriques qui font relativement consensus du côté de la socio- et de l'anthropologie des usages, enfin des technologies numériques, et qui permettent peut-être d'appréhender les logiques d'accessibilité des instruments numériques. C'est plutôt comme ça que je le décrirai de manière un peu plus objectivée. Alors, première chose, c'est quoi cette histoire d'anthropologie des usages? Alors, l'anthropologie des usages se caractérise par 2 dimensions. La première dimension, c'est la profondeur historique. Nous venons de vivre 2 ans de processus et de phénomènes qui, pour vous, pour un grand nombre d'entre vous, ont été tout à fait nouveaux. La plupart des chercheurs sur ces questions-là avaient identifié ce qu'on va appeler les signaux faibles de ces processus nouveaux sur 10, 20, 30 ou 40 ans. 40 ans, c'est l'arrivée du micro-ordinateur. Ce qui veut dire que ce que nous vivons aujourd'hui a des racines socio-historiques qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on peut croire au quotidien. Et la deuxième chose, c'est la dimension imaginaire et symbolique des technologies. Tout à l'heure, je vais vous parler d'un concept qui s'appelle l'essentialisation, comment on porte une notion à un tel niveau de généralité que cette notion devient totalement imaginaire, et c'est comme ça que j'aborderai la question de l'inclusion ou de l'accessibilité. Il faut donc considérer que finalement les machines ont été rêvées, fantasmées, construites sur le plan des imaginaires et des représentations avant d'arriver dans nos mains. Je ne vais pas vous faire une démonstration trop longue parce que c'est très chiant, passez-moi l'expression, mais plutôt une petite illustration vidéo.
Puis, on fera des postes récepteurs de télévision bijoux, comme il y a des postes de TSF bijoux. Des postes de poche, grands comme une lampe électrique. Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information ou sur l'éditorial politique. Puis, on fera des postes récepteurs de télévision bijoux, comme il y a des postes de TSF bijoux. Des postes de poche, grands comme une lampe électrique. Plus besoin d'acheter un journal, on se branchera sur l'émission d'information ou sur l'éditorial politique ou sur la chronique de mode ou sur le compte-rendu sportif, voire même sur un problème de mots croisés. Et la rue présentera un singulier spectacle. Naturellement, dans le métro, on lira le poste du voisin par-dessus son épaule. Et il y aura des faits divers tellement passionnants que... Et je ne parle pas du feuilleton. Il était devant elle était devant lui. Ils étaient l'un devant l'autre, heureux de se sentir émus, émus de se sentir heureux. La télévision sera pour tous un besoin plus impérieux encore qu'aujourd'hui le cinéma ou la radio. Toutes les voitures seront munies d'un poste récepteur. Espérons qu'il n'y aura pas souvent de mauvaises nouvelles susceptibles d'affoler les conducteurs impressionnables. Écoutez maintenant notre rubrique de faits divers. Aujourd'hui, dimanche de Pâques, jour sanglant pour les automobilistes. On nous signale le 124e accident de la journée. Allô, allô, rectification. C'est 125 accidents d'automobile et non 124 qui ont eu lieu depuis ce matin. Et la petite provinciale romantique n'aura pas besoin de venir à Paris pour y rencontrer son idole. Elle l'aura sur sa table de nuit. Personne n'y échappera. Et les ministres de demain, au lieu d'être choisis comme ceux d'aujourd'hui pour leur valeur, leur intelligence, leur dévouement à la cause publique, seront choisis pour la séduction de leur sourire et le velouté de leurs yeux. Le pays, je le dis comme je le pense, mes chers concitoyens, a droit à la vérité. Nous sommes à un tournant de notre histoire. L'époque est cruciale et toutes ces questions doivent être reconsidérées. Citoyens, Oh, dis maman, c'est à ce parti-là que je vais adhérer. Et quand vous lirez paisiblement au lit, un reportage mal aiguillé fera danser une bohémienne sur votre édredon. Cyprien, je te défends de caresser les images. Vous dira votre femme. Et vous vous assoupirez en songeant aux temps heureux où la télévision sera en relief. Car vous avez soif de progrès. Alors vous devez être un certain nombre à vous demander, mais pourquoi projeter une vidéo en noir et blanc dans une journée sur l'accessibilité? Alors je vais vous répondre. Premièrement, parce que l'anthropologie doit systématiquement vous permettre de faire un pas de côté. Et deuxièmement, parce que vous venez de voir sous vos yeux l'Internet d'aujourd'hui en 1946. C'est-à-dire, si on déroule un petit peu, la société du spectacle, à la fin, le Cyprien qui voit la bohémienne, on n'est pas loin de YouPorn, hein, on est, voilà, etc., etc. Ce document... alors je torture mes étudiants tous les ans pour qu'ils aillent me chercher des documents liés aux technologies numériques, aux cultures numériques qui soient un peu profondes. Ce document, on l'a trouvé dans les archives de l'INA il y a 5 ou 6 ans. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était une fiction sur un scénario de Barjavel. Barjavel, grand auteur de science-fiction français, qui finalement travaillait à partir de l'environnement technique et scientifique qu'il y avait à la sortie de la guerre autour de lui. Je vous rappelle que en 1946, le média dominant, c'était la radio, avec la charge symbolique de tout ce qui venait de se passer pendant la Seconde Guerre mondiale, que la télévision était réduite à 2-3
appartements expérimentaux avec une antenne dans la Tour Eiffel, et qu'il va nous présenter quelque chose qui préfigure totalement les fonctions de l'Internet d'aujourd'hui, qui va arriver quasiment 40 ou 50 ans après. Tout ça pour vous dire que finalement, alors, je suis repris là ? Ok. Par contre, je vais peut-être le passer en... J'envoie où ? Je ne sais plus, ça y est. Diaporama. Voilà. Alors, ça permet finalement de poser une première définition. Qu'est-ce que c'est que le numérique ? Alors, j'ai été VP numérique, moi aussi. Puis j'ai été innovation pédagogique et numérique aussi. Le numérique, effectivement, c'est un monde de machines. Effectivement, c'est un monde de représentation et d'imaginaire. Mais c'est aussi un monde de mots. Alors, ceux qui ont travaillé sur ces questions-là depuis des années se rappellent que les années 80 sont marquées par l'arrivée du micro-ordinateur, qu'à la fin des années 80, on voit arriver le multimédia avec les premières souris et les premiers environnements graphiques, que 1992, Tim Berners-Lee et ses compagnons du CERN de Genève nous proposent l'Internet d'aujourd'hui, le fameux web. Et puis, on rentre dans les années 90 dans un monde d'acronymes. Vous vous rappelez tous des NTIC, Nouvelles technologies de l'information et de la communication, avec un nouveau qui va durer 20 ans. Puis TIC, puis TIS, puis TWIC, puis etc., etc. Et arrive, il y a une petite dizaine d'années, un nouveau vocabulaire qui en anglais va dire digital et en français va dire numérique. Or, il s'avère que la numérisation, c'est un des processus de l'informatique. C'est-à-dire que ça existe depuis la création de l'informatique. Pourquoi on appelle ça numérique ? C'est parce que, finalement, ces technologies ne peuvent pas être conçues ou imaginées en dehors de nous, mais avec nous. Alors, je peux vous renvoyer un certain nombre d'auteurs. Les premiers, c'est autour de Simondon, c'est autour de Leroy-Gourhan. Enfin, on est dans les années 50 et on travaille les objets et on se rend compte que ces objets, c'est nous en même temps. Enfin, ils nous révèlent autant qu'ils sont produits par nous. Il y a quelque chose de l'ordre de l'interaction permanente. Et en fait, le signe du numérique, c'est que ces technologies sont arrivées à maturation et sont devenues ambiantes. Elles sont tout autour de nous. C'est pour ça que c'est difficile de dire aujourd'hui, je reprends votre vocabulaire de tout à l'heure, que ce n'est qu'un outil, finalement. C'est probablement beaucoup plus que ça. Et le regarder en tant qu'instrument ou le regarder dans sa complexité, c'est vraiment très important pour les travaux qu'on est en train de mener. Donc en gros, c'est un espèce de grand processus, une espèce de projet aussi, un espèce de veau d'or, avec 4 pieds, 2 pieds techno, 2 pieds anthropo. Les pieds techno, on les connaît bien. Il fallait l'informatique, il fallait le code pour que ça démarre. Il fallait ensuite qu'on porte l'informatique et le code sur les réseaux. Donc il fallait l'Internet. Ça, c'est les 2 pieds techno. Mais en même temps, il y a un pied culturel, ce qu'on va appeler aujourd'hui, le consensus est à peu près correct, on va appeler ça les cybercultures. Ce sont des cultures complexes, saturées d'imaginaire, mais j'ai entendu parler du livre dont vous étiez le héros. Dans mon adolescence, je lisais des bandes dessinées en noir et blanc qui tombaient des mains, ou j'ai commencé à jouer à un truc qui s'appelait Donjons et Dragons sur les photocopies en anglais. Bref, je suis un geek qui essaye de me soigner depuis longtemps par la science, mais bon, j'y arrive pas toujours. Ce que je suis en train de raconter, c'est qu'à la fin des années 70, on était dans une culture minoritaire, on était dans une culture underground. Rappelez-vous que le premier Star Wars a été un bide. Il sort en 77. Il va devenir, on va dire, la référence quasi centrale des cultures pop et des cultures geeks aujourd'hui, dans le temps, en fait. La première arrivée du premier Star Wars, ça a été un bide cinématographique. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est que ce que regardent nos étudiants, ce que font nos étudiants, l'environnement culturel de nos étudiants, il dépend aussi du rapport de nos étudiants avec ces cybercultures. Et entre les geeks, entre les gamers, entre, on va dire, un certain nombre d'étudiants qui sont rétifs à toutes ces technologies, il y a des différences d'usage absolument fondamentales qui partent de ces différences de rapport à la culture et donc de représentation.
Dernier pied, donc il y a les cybercultures, on est plutôt là du côté des imaginaires. Dernier pied, on est vraiment du côté de l'anthropologie de l'action, de l'anthropologie de la pratique, la question des usages. Alors, les usages, c'est vraiment une question centrale, et vous avez raison de dire qu'il faut absolument se préoccuper des usages, parce que quand on ne connaît pas les usages des autres, on va fantasmer un usage projeté par les concepteurs, par les décisions politiques, etc. Et ça ne marche pas. Je vous parlerai d'inclusion tout à l'heure. Mais les usages, ça a une définition assez précise aujourd'hui et assez consensuelle. La différence entre pratique et usage, c'est que nous considérons aujourd'hui que les usages des technologies sont des normes sociales d'usage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les années 90, on commençait à fantasmer, vous savez, ce qu'on appelle aujourd'hui le métaverse. Il y a eu des idées autour de Matrix avec des mondes, etc. Le réel n'est pas opposé au virtuel. Le virtuel est une expression technologique, imaginaire, etc., du réel. Ce qui veut dire que les normes sociales d'usage des technologies s'articulent aux normes sociales ordinaires et il faut les regarder comme les normes sociales contemporaines. Un peu comme les normes technologiques. Alors, même chose, je ne vais pas trop rentrer dans les approches théoriques, je vais juste vous illustrer avec une situation qui nous concerne tous et qui concerne assez directement nos enfants, primaires maintenant, avec TikTok, collégiens, lycéens et étudiants. L'exemple de Facebook. Comment, finalement, une norme sociale d'usage technologique s'installe? Alors, ça se passe il y a une petite dizaine d'années. Un jeune homme qui s'appelle Mark Zuckerberg, que vous connaissez tous, le patron de Facebook, a cette intuition extraordinaire, on confine à l'intelligence artificielle dans le premier sens du terme, de monter un site où on va mettre des photos d'étudiantes, où on va noter les étudiantes et où les étudiants vont pouvoir mettre des commentaires graveleux. C'est clair que ça prend un peu l'eau depuis MeToo et compagnie, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Alors, il s'avère que le monsieur était étudiant dans une grande université, puisqu'il était à Harvard, et que ça va se diffuser tout de suite de manière assez exponentielle. De l'autre côté de la terre habitée, c'est-à-dire en Bretagne, à Lannion, la fameuse Braze Silicon Valley, nous étions un train. Alors, je dois rendre hommage aux doctorants qui étaient sur le feu et sur le pont à ce moment-là. Nous étions en train d'étudier les pratiques numériques des collégiens, exactement à la même période. Et qu'est-ce qu'on voyait arriver? On voyait arriver des jeunes filles. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. C'était assez étonnant de voir les filles arriver dans le monde numérique, même s'il y a eu plusieurs périodes. On a vu les collégiennes arriver par l'intermédiaire, je pense que je m'adresse aux plus jeunes d'entre vous, de Skyblog. Est-ce que ça vous dit quelque chose? On a parlé à ce moment-là, on parlait de la blogosphère. On a fantasmé sur c'est extraordinaire, les jeunes redécouvrent la littérature, les jeunes filles écrivent des journaux intimes, etc., etc. Et puis, on s'est rendu compte que les petits musiciens de Lannion regardaient les étudiants de Rennes 2 en musicologie, qui eux-mêmes regardaient les professionnels de la musique des Vieilles Charrues ou des transmusicales de Rennes, et que tout le monde allait se retrouver sur MySpace, le réseau social des musiciens. Même chose pour Flickr, pour les photographes, etc., etc. En même temps, nos travaux nationaux renvoyaient à l'explosion du SMS et de la messagerie instantanée MSM. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est que Zuckerberg n'est pas l'inventeur génial qui voudrait se faire passer, qui plus est aujourd'hui comme prophète du métaverse, mais bien un opportuniste total, c'est-à-dire que finalement, sa solution technique est arrivée au moment où il y avait une évolution massive des pratiques, particulièrement des jeunes. Alors je continue sur ma démonstration sur normes sociales d'usage pour que ce soit vraiment très très clair. Vous savez qu'il y a un âge tout à fait agréable, surtout pour les parents, qui s'appelle l'adolescence. Donc dans l'adolescence, on fait un truc qui s'appelle contester les règles, contester les normes. On est bien d'accord, hein, pour tous ceux qui ont eu des ados, vous voyez de quoi je parle. Eh bien, depuis l'arrivée de Facebook, nos ados, ils ne sont plus sur Facebook. Pourquoi ? Parce qu'il y a papa, il y a maman, il y a tonton, il y a tata, il y a le club de sport, il y a des profs, c'est vous dire si c'est devenu vraiment infréquentable. En
En fait, quand ils sont sur Facebook aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une légitimité d'une autre nature que celle de l'adolescence. C'est-à-dire, soit on a un Facebook de famille et on suit des voyages, soit on a un Facebook du club de musique, soit on a un Facebook du club de foot. Enfin voilà. Quand ils sont sur Facebook aujourd'hui, ils sont propres sur eux. Et ils vont jouer, vous le savez tous pour ceux qui ont des collégiens, des lycéens, ils vont jouer leur rôle d'adolescent sur Instagram et sur Snapchat, où évidemment ils interdisent quasiment complètement l'entrée des adultes, puisque dans ces espaces numériques, ils vont se confronter à la norme. Et en même temps, Instagram et Snapchat ont été conçus par rapport à Facebook. Alors voilà, je continue ma démonstration. Un truc qui était totalement inoffensif et qui servait à faire danser les très jeunes filles il y a quelque temps, qui s'appelait Musical.ly, a été racheté par les Chinois. Quand on dit les Chinois, c'est pas n'importe quel Chinois, c'est toujours le gouvernement chinois. Ce truc-là s'appelle TikTok, vous en avez aussi entendu parler. C'est le réseau social privilégié des plus jeunes. Il est en train de couvrir fin de primaire, début de collège. En même temps, les Chinois interdisent les réseaux sociaux à leurs propres adolescents. Donc vous voyez que ce que je suis en train de vous raconter, regardez les technologies et les usages des technologies comme norme sociale d'usage, ça entraîne, on va dire, une réflexion qui est une réflexion, on va dire, quasiment clinique ou psychologique du point de vue des usagers, donc là des étudiants, particulièrement des étudiants empêchés ou en situation de handicap, jusqu'à des analyses géostratégiques. Mais pourquoi les Chinois ont acheté TikTok ? Eh bien, ils ont acheté TikTok pour faire ce qu'on appelle du soft power, pour exactement la même raison. Le soft power, c'est le pouvoir culturel, en gros. C'est exactement la même raison qui a conduit les Américains à nous pondre les GAFA dans les 20 dernières années. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des échelles d'analyse qui peuvent mobiliser, on va dire, quasiment toutes les sciences humaines et sociales, et qui aujourd'hui, pour rendre hommage aux collègues de l'INRIA, qui aujourd'hui sont aussi au cœur des réflexions de nos collègues informaticiens. Enfin, on est sorti de l'opposition techno-sciences humaines il y a déjà quelques années. Alors, je continue. Non, pourquoi elle ne veut pas bouger ? Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Tout ça est développé dans 2 bouquins, dont un tout petit qui s'appelle « Les imaginaires numériques en éducation ». Et puis, je développe ce que je viens de vous raconter pour arriver petit à petit à la problématique de l'accessibilité. Par la question de l'inclusion. Alors, même chose, quand on fait de l'anthropologie des usages, ce qui est très pratique, c'est qu'on n'est pas obligé de gratter la terre pour aller chercher des vestiges. On les trouve tous sur Internet. La première mention de la notion de fracture numérique, digital divide, date de 1996, et c'est un président des États-Unis, Bill Clinton, qui en parle. Comment peut-on parler dès 1996 de fracture numérique, décidément, voilà, alors que en 1998 en France, c'est la courbe bleue, décidément, voilà, il y a un petit delta, il faut que je sois patient sur mes diapos. La courbe bleue, c'est l'accès à Internet à domicile. Donc je vous redonne les repères. 1992, libéralisation du web. On commence à s'emballer autour de ça. Il va y avoir Lisbonne, il va y avoir l'économie de la connaissance, il va y avoir le bouquin de Pierre Lévy, Cyberculture, où il nous raconte que dans les années 2000, on n'aurait pas de problème écologique. Il s'est un peu trompé. Je vous donne le chiffre attesté par nos collègues du CREDOC. En fait, en 1998, on a 4% de personnes connectées à Internet en France. En 1996, aux États-Unis, ils sont 1,5%, en sachant que les chiffres américains étaient un peu compliqués à identifier. Donc ça, c'est des vraies sources françaises. Mais vous voyez qu'il y a un vrai delta, en fait, entre cette idée qu'il ne faut pas qu'il y ait de fracture numérique et la réalité qui est en fait que plus de 96 ou 98% de la population n'est pas connectée. On est donc dans quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire de la connexion. Pourquoi il commence à nous parler de ça ? Eh bien, il commence à nous parler de ça parce que tout le long des années 90 et au début du XXIe siècle, au début des années 2000, on va se retrouver avec une représentation de l'Internet
comme résolution de tous les problèmes de l'humanité. Quand vous prenez le rapport à la Commission européenne qui va générer Lisbonne, qui s'appelle Cyberculture, sous la direction de Pierre Lévy, c'est un rapport quand même. Hein. On a mobilisé des experts, c'est pas un roman de gare. Vous lisez ce texte et il vous raconte que à la fin des années 2000, grâce à l'Internet, il n'y aurait plus de guerre parce que la cyberdémocratie aurait remplacé la démocratie. Il n'y aurait plus de problèmes écologiques parce que, alimentés par l'Internet, les micro-propositions alternatives auraient tout remplacé. On n'aurait plus de problèmes de pollution parce qu'on se déplaçait tous en patins à roulettes électriques dans les villes. Bon, pour les patins à roulettes électriques, il a fallu attendre 20 ans. Mais vous voyez bien qu'il y a un vrai décalage. Ce vrai décalage, c'est ce qu'on appelle le processus d'essentialisation. Qu'est-ce que c'est que l'essentialisation? C'est porter, je tiens le concept d'un dialogue quasi permanent avec mon collègue du CNAM, Serge Bersold, que je pense vous connaissez. Tous ceux qui s'intéressent à l'accessibilité, c'est le spécialiste de la question. En fait, à plusieurs, on s'est rendu compte qu'énormément de représentations liées aux technologies numériques étaient portées à un tel niveau de généralité que, du point de vue des acteurs, ils finissaient par être disqualifiés. Ça veut dire parler de fracture numérique alors que personne n'est équipé connecté, ça disqualifie cette notion. C'est-à-dire qu'on va être branché ou débranché, on va être in ou out. Vous voyez bien qu'on est dans un autre vocabulaire que dans le vocabulaire de l'expérience utilisateur. Parler de l'accessibilité universelle, généralisée, etc. dans les textes européens, alors que vous savez bien que c'est un problème, que c'est un processus. C'est pour ça que Serge parle plutôt de processus d'accessibilisation, c'est-à-dire qu'il faut se coltiner en fait, il faut être dedans et travailler. Donc quand on parle d'accessibilité à un tel niveau de généralité, en fait, on fait du marketing ou de la politique, mais on ne fait pas du travail pédagogique ou du travail organisationnel. Donc premier point. Deuxième point, situer finalement cette question de l'accessibilité dans un ensemble plus vaste qui tourne non plus autour de cette question de fracture numérique. Je ne sais pas si vous avez vu, le bouquin qu'on a publié il y a une dizaine d'années s'appelle « Pour en finir avec la fracture numérique ». On n'avait pas l'intention d'en finir avec les inégalités liées aux technologies numériques, mais avec la notion. C'est-à-dire brancher, débrancher, in ou out, ça ne décrit pas la réalité, les différentes réalités, les différentes expériences utilisateurs de la population. Donc voilà, vous trouverez tout un tas de travaux sur les 10 ans, sur le site Marsouin, où vous allez voir les évolutions. Ça, c'est la production d'une enquête qui s'appelle Capuni, qu'on a reproduit pendant le confinement pour mesurer les écarts. Mais la proposition, en fait, d'interprétation de cette enquête, c'est d'arrêter la définition internationale qui avait cours au début des années 2000. Un internaute, c'est quelqu'un qui s'est connecté à Internet dans les 3 derniers mois. Vous voyez bien que ça met dans la même catégorie un universitaire hyper connecté, geek, comme moi et un certain nombre d'entre vous, et puis, je ne sais pas moi, le jeune qui réactive juste ses droits pour l'emploi et qui va galérer à le faire une seule fois. Ça les met dans les mêmes catégories. Quand on regarde ça, on n'en fait rien. Donc il est important d'essayer de voir finalement où on en est. On est à 91% d'internautes aujourd'hui autour de ça, et ça a été stable finalement pendant le confinement. Mais plus de 9% utilisent rarement l'Internet. Quand je dis utilisent rarement l'Internet, dans la semaine précédente, est-ce que vous avez utilisé la navigation instantanée, en gros les moteurs de recherche, les réseaux sociaux ou le mail, en prenant ces 3 usages qui sont les usages mondiaux? C'est-à-dire que les 3 premiers usages mondiaux, c'est ceux-là. On le sait, enfin on a des données internationales là-dessus. On se rend compte quand même qu'on descend à 80%. Donc 80%, ça commence à être du monde, en fait. Et on se rend compte aussi qu'un certain nombre de politiques publiques, un certain nombre d'offres industrielles disqualifient certains usagers. Aujourd'hui, on assiste à un recul de la déclaration des impôts par les personnes âgées. Un certain nombre de personnes âgées ne déclarent plus les impôts. Là, on est plutôt dans le quali. Hein, on est en train de préparer une enquête quanti là-dessus. Mais les retours qualitatifs, ils nous disent que
avec la dématérialisation, maintenant, il faut tout faire par Internet. Donc, ras-le-bol, vous avez une espèce de surcharge et émotionnelle et cognitive. Et donc, des gens qui déclaraient les impôts parce que c'était, on va dire, tolérable. Enfin, il y avait quelque chose de l'ordre, je m'y mets une fois par an, etc. Là, ils sont obligés de déclarer la sécurité sociale, les caisses de retraite, enfin tout, en gros. Et donc, ils reculent. Donc, vous voyez, tout ça n'est pas stable. On arrive finalement à quasiment 18%, le fameux chiffre des 13 millions qui circulent partout. C'est l'ANR Capacity qu'on a copiloté en 2016 avec la FIM qui a décrit ça. En fait, autour des 18% ou des 13 millions, on est relativement stable, même après les 2 années de confinement. En gros, ce que je suis en train de vous dire, c'est que les déconnectés et les éloignés se renouvellent. Hein, on n'est plus dans une espèce de logique où on va atteindre un Internet à 100%. Non. Il y a tout un tas de facteurs. Les histoires de vie, pauvreté, précarité, les lieux de vie, il reste encore tout un tas de zones blanches, etc. etc. Donc, comme j'aime bien faire des pauses, je vous présente mon clone. Ah oui, mais je ne vais pas avoir de son. Non, écoute, c'est pas grave, je vais le dire, voilà, je vais le dire à l'oral. Vous reverrez mon clone à un autre moment. Donc ça, c'était l'enquête Capuni 2019. Quand on passe à l'enquête Capuni-Crise, donc début du confinement, on reprend les mêmes items, échantillons représentatifs de la population française, et on essaye d'en déduire qu'est-ce qui va se passer au début du confinement. En fait, on se rend compte que les causes d'éloignement du numérique sont triples. La première cause, c'est la pauvreté-précarité, que tout le monde identifie sous le vocabulaire fracture numérique, et on met des médiateurs numériques, et il y a des structures associatives qui se mettent à faire ça, etc. Donc quelque chose de assez classique et qui date du début de l'arrivée de la micro-informatique. Enfin, ces problématiques-là ont été travaillées depuis 20 ans, insuffisamment, il n'y a pas assez de monde, enfin bref, mais c'est une cause importante. Deuxième cause, les zones blanches. Alors là, par contre, c'est très intéressant, puisque ce que nous allons vivre pendant le confinement renvoie à la totalité de la population française l'idée que, justement, les questions d'éloignement du numérique ou de fracture numérique ne concernent plus uniquement les pauvres et les anciens, pour faire simple, mais tout le monde. Je prends l'exemple des cadres supérieurs parisiens qui ont débarqué en Bretagne, dans leur maison de campagne, et qui ont embarqué en même temps leurs 3 enfants, 2 en collège, un en lycée, en oubliant un peu que la box qu'ils avaient installée dans la maison de campagne, elle n'était pas trop capable de faire en même temps 3 environnements numériques de travail, plus 2 visios des parents. En gros, ce que moi j'ai constaté depuis qu'on reprend là, les conférences en présentiel, etc., c'est qu'énormément finalement de professionnels qui, dans les conférences, se situaient en tant que professionnels, c'est très fort chez les enseignants, particulièrement du second degré. Enfin, ils se présentaient toujours comme prof de maths, agrégé 2, etc., etc. Maintenant, ils se présentent aussi comme parents qui avaient un conjoint au front dans les professions médicales et qui se sont retrouvés en difficulté avec, effectivement, non pas uniquement les ressources technologiques, mais comment on va gérer notre vie avec toutes ces ressources technologiques. Et ça, c'est vraiment une bascule très, très intéressante. Donc les zones blanches continuent à exister et il y a de très grandes différences entre les zones rurales isolées et les hypercentres, avec fibrage des hypercentres tout le temps et la question universitaire, c'est plutôt la question des sites délocalisés. Enfin, assez clairement, je sais pas où vous en êtes en Touraine, mais nous, en Bretagne, on a un peu de mal avec les antennes, en fait. Dès que ça monte en charge, c'est un peu compliqué. Même chose pour les lycées, quand ils sont en zone semi-rurale, s'ils ne sont jamais en zone vraiment rurale, ça ne fonctionne pas très très bien. Et il y a une troisième cause. Cette troisième cause, c'est ce qu'on va appeler la déconnexion. Il y a 2 types de déconnexion. La déconnexion involontaire. Les injonctions à utiliser le numérique sont très, voire trop importantes, et ça provoque des surcharges pour un certain nombre de personnes. Et clairement, ça vous concerne en direct, puisque la première ligne de front, c'est les personnes en situation de handicap, alors, y compris les étudiants. Mais pour les personnes en situation de handicap,
les questions de dématérialisation sont des questions, les questions de dématérialisation, d'accès aux ressources, d'ergonomie, etc., sont des questions vraiment importantes. La deuxième partie, évidemment, c'est les personnes âgées. Et dans le registre de la déconnexion, il y a aussi la déconnexion volontaire. Dans le petit clip vidéo que vous allez voir, 10% des personnes de plus de 60 ans qu'est-ce qui s'est passé ? Bon. 10% des personnes de plus de 60 ans interrogées dans l'enquête nous ont dit qu'ils avaient un téléphone simple. Et en fait, ce sont des jeunes retraités qui commencent à dire qu'ils ont envie de limiter leurs usages des technologies numériques, qu'ils n'ont pas besoin d'un smartphone. Enfin, on n'est pas dans le misérabilisme, ils ne savent pas utiliser, etc. Non, il y a une conscience qui commence à s'installer. On va dire, on va vers le numérique souhaitable, le numérique raisonnable. Vous voyez, les nouvelles thématiques qui arrivent. Et c'est une lame de fond. Enfin, faut aussi le regarder. Et il me semble que chez les étudiants, il y a ce discours-là qui commence à arriver. Alors, en gros, pendant le confinement, on avait identifié des hyperconnectés, des connectés, des peu connectés et des non-internautes. Ceux qui vont grimper, en fait, c'est des connectés vers les hyperconnectés, globalement. Et ce qu'on va constater, c'est que les peu connectés et ceux qui étaient dans la gamme moyenne vont grimper dans les hyperconnectés avec nécessité, on va dire, médicale, les courses, etc. Enfin, ce qu'a produit le confinement. Mais ce qu'on constate, c'est que les plus éloignés restent les plus éloignés et c'est relativement stable. Donc ça, c'est vraiment une question. Je continue à contextualiser, on va dire, la question de l'accessibilité à l'intérieur même de la dématérialisation. C'est-à-dire que, assez clairement, nos ENT, les ENT du primaire et du secondaire, on va dire les ressources scolaires et universitaires, sont pris aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant l'annonce de Macron, dématérialisation totale en 2022, sont pris dans un contexte historique qui est celui de la dématérialisation, et il faut vraiment le regarder comme tel. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est que, en gros, le courrier électronique a été inventé en 1971 par un monsieur qui s'appelle Ray Tomlinson sur les débuts de l'ARPANET. Enfin voilà, 71, c'est quand même un peu avant-hier. Hein. Il y a un peu de temps. On est un certain nombre ici, universitaires, chercheurs, etc., à commencer à avoir eu un mail à l'orée des années 90, après l'arrivée du web, pour faire simple. Ça veut dire qu'on se coltine cet usage particulier depuis 20 ou 30 ans. Dans les familles populaires, l'obligation de la dématérialisation les oblige à ouvrir un mail, la plupart du temps un Gmail. Ils arrivent avec cette injonction, ils ouvrent un Gmail, puis ils oublient immédiatement l'identifiant et le mot de passe. On a, d'après le défenseur des droits, une augmentation du non-recours sur les 4 dernières années qui est gigantesque. Enfin, il y a vraiment un vrai sujet. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est que la technologie en tant que telle dépend aussi du parcours utilisateur. Et donc, des gens à qui on va présenter le courrier électronique comme une injonction administrative, vécue pour les familles populaires comme du contrôle social, eh bien, on glisse. Et donc, je renvoie quand même à l'administration de l'éducation nationale ou des universités, au fait, ce que tu racontais tout à l'heure sur les smartphones, au fait que ce n'est pas du tout neutre d'utiliser le courrier électronique. Ça peut nous paraître installé parce que ça existe depuis 40 ans, plus de 40 ans, 50 ans, mais ce n'est pas neutre pour tout un tas de publics qui se retrouvent finalement à adopter cette technologie dans un contexte symbolique, qui est un contexte symbolique, on va dire rugueux, voire disqualifiant. Je vous renvoie au travail de Dominique Pasquier sur l'Internet des familles populaires, qui décrit ça de manière très très bien. En gros, le mail, les verbatims, c'est « le mail est un instrument de torture ». C'est difficile de l'imaginer de notre place, mais il faut vraiment se mettre en situation, dans ces situations-là. Et pour les premières années, ça peut aussi fonctionner. Deuxième élément, dans ce contexte global de la dématérialisation, l'enquête de nos collègues du CREDOC, on se rend compte que pour 19% des Français, la relation avec l'administration s'est simplifiée.
Si je vous dis que dans ces 19 Français, on a les cadres supérieurs vivant en banlieue, en région parisienne, je ne vous livre pas un très très grand secret. Si je vous dis que pour les 37% pour qui les relations sont complexifiées, on a les retraités, les personnes au foyer et les plus bas revenus, je ne vous livre pas non plus un très grand secret. Ce que je suis en train de vous raconter, c'est que nos dispositifs sont souvent conçus par des cadres pour des cadres. Et évidemment, nous le savons tous, Crédoc, Marsoin, l'INSEE, nous savons que les Parisiens, j'ai rien contre les Parisiens, bien que je suis breton, donc bon, mais les Parisiens ont des comportements numériques qui sont différents du reste de la métropole. On va dire, les enquêtes nationales, toutes choses égales par ailleurs, décrivent des micro-évolutions entre la région centre et puis la Bretagne et puis les Pays de Loire et puis l'Aquitaine, etc. Par contre, dès qu'on intègre Paris, alors c'est concentration urbaine, cadre, enfin, niveau de cadre beaucoup plus élevé, mode de vie avec moins d'enfants, enfin, il y a tout un tas d'éléments, mais dans la conception, particulièrement de nos administrations, on se rend compte, en fait, que ça a une influence sur la manière dont on va concevoir les choses. Donc il y a un nouveau courant très intéressant, Perrine Mrodkorn en Belgique, Simon Collin au Québec, qui travaille sur la représentation des usagers dans la conception des services. Et en fait, ça aussi, c'est un vrai sujet par rapport à l'accessibilité. La co-conception, la conception centrée utilisateur, c'est la seule voie, en fait. Il faut intégrer les utilisateurs le plus tôt possible, sinon on arrive à des dispositifs de cette ampleur-là. Et en plus de ça, je vous rajoute que ce n'est pas une dématérialisation que nous avons, mais des dématérialisations. Le site qui fonctionne le mieux, c'est le site des impôts, parce qu'il y a eu les moyens dessus. Les sites qui fonctionnent les moins bien, c'est les cartes grises, la CAF, etc., parce qu'il n'y a pas eu les moyens dessus, et parce qu'on voit bien que ce n'est pas les mêmes publics. Enfin, clairement, même si ce n'est pas rationalisé politiquement, je ne suis pas en train de vous faire une théorie du complot, etc., l'analyse et ergonomique et d'usage de ces sites-là décrivent que, effectivement, ils ont été moins travaillés et qu'on se retrouve avec des représentations qui sont beaucoup plus contestables des usagers finaux. Il faut qu'on se méfie, nous aussi, puisque, bon, je commence à être un vénérable professeur en fin de carrière. Nos étudiants ont des trucs à nous raconter aussi, notamment dans des pratiques de coopération, de tout ce qui s'est passé autour de Discord, autour des réseaux sociaux utilisés pour soit pour rescolariser, soit pour garder contact avec les étudiants. Là, il y a des choses qui n'étaient pas très visibles, qui sont devenues visibles et qui sont devenues visibles pendant le confinement et qu'il faut qu'on regarde de plus près. Dernier point sur cette question, donc ça c'est un travail qu'on a mené avec le laboratoire d'innovation sociale de la région Bretagne, qui s'appelle le TILAB, où finalement, et je vous invite vraiment à réfléchir là-dessus sur les questions d'accessibilité, où finalement on s'est rendu compte qu'il y avait des impensés dans cette question de non-recours au droit. On peut considérer que pour les étudiants en situation de handicap, la difficulté d'accéder à l'enseignement supérieur, c'est une forme de non-recours, comme le non-recours aux soins pour les gens qui trouvent que c'est trop compliqué de prendre un rendez-vous, et c'est vrai, comme le non-recours au papier. Je ne sais pas si vous êtes au courant, si un certain nombre d'entre vous veulent renouveler aujourd'hui carte grise ou passeport, voilà, c'est un non-recours au voyage aussi. Donc on peut regarder ces éléments comme du non-recours, ce qui nous invite, en situation de responsabilité, à dire comment on lutte contre ça. Et donc là, on a un modèle assez intéressant, qui est l'indicateur de vulnérabilité et administrative. En gros, on prend des territoires, on regarde ces territoires, et on prend deux éléments qui sont assez classiques. L'accès aux équipements et au réseau. En fait, on regarde les zones blanches et pas les zones blanches. Et puis, des trucs assez classiques aussi, ce qu'on va appeler la fragilité socio-numérique. En fonction du capital social, du capital culturel, du capital économique des personnes, ils sont plus ou moins proches d'une forme de capital culturel numérique qui favorise ou non l'adoption des technologies. Ce qu'on avait oublié, et c'est vraiment la dématérialisation qui nous l'a poussé, et on peut réfléchir à l'accessibilité dans ce registre-là,
c'est ce qu'on va appeler l'exposition aux exigences numériques. En fait, vous prenez un cadre supérieur parisien, vous allez vraiment vous dire que, bon, vous prenez par hasard un cadre supérieur parisien. Quel rapport a-t-il avec l'administration? Les impôts, s'il roule un peu vite sur le périphérique, de temps en temps une petite amende, s'il a des enfants, la CAF, mais ça s'arrête là. Vous prenez une situation à Sainte-Maure où monsieur est en chômage de longue durée, essaye de prendre une convention de conversion pour reprendre une formation, madame est en situation de handicap, un des petits a un trouble 10, le deuxième est en SECPA, enfin je ne vais pas vous faire un truc comme ça, c'est le quotidien des assistantes sociales. On a calculé qu'il y avait un rapport d'exposition de x30 entre la situation d'exposition la moins importante, hein, ceux des cadres supérieurs des villes qui vont bien, et ceux des familles rurales en grande difficulté. Et bien ça, on doit vraiment le prendre en compte. Parce que sur les questions d'accessibilité, le trop nuit clairement au processus d'appropriation, à la capacité de prendre les choses. Et corrélativement à ça, ce qui est vraiment important, et ça fait réfléchir dans le monde de l'inclusion, tout le monde de la médiation numérique, mais dans l'enseignement supérieur, toutes les fonctions d'accompagnement, donc en gros les CAP, les SUP, les ingénieurs pédas, on a aussi constaté que l'accès aux aides pour les démarches administratives était totalement hétérogène sur le territoire. Et qu'en fait, dans les zones rurales isolées, où il y a plein de personnes âgées, qui plus est en situation de handicap, de pauvreté, etc., c'était exactement l'endroit où il y avait le moins de médiateurs numériques. Et donc, dans nos universités, j'ai quand même un petit peu constaté, d'autant qu'on vient de publier un bouquin dessus, on a quand même un petit peu constaté que finalement, c'était plus facile d'organiser un SUP et de recruter des ingépédas dans les pôles, enfin dans les pôles centraux des universités, que dans les antennes délocalisées, et que c'était assez compliqué pour les ingépédas d'atteindre ces antennes délocalisées. Il y a une espèce de contraste, enfin pas de contraste, de décalcomanie de la situation inclusion et la situation accessibilité dans l'enseignement supérieur, qui peut être intéressante effectivement de réaccorder pour travailler. Combien de temps me reste-t-il? 3 minutes? Mais je réinterviens en fin d'après-midi, donc je ne vais pas... Alors, je vais peut-être faire un peu de promotion et finir là-dessus. Donc on vient de publier un bouquin aux Presses des Mines au titre du collectif qui a porté un PIA, donc qui s'appelle, ça serait un peu le collectif PARM ici, donc nous c'est le collectif Désir, développement d'un enseignement supérieur innovant à Rennes. Je l'ai trouvé à 4h du matin, ne me demandez pas pourquoi. Le titre s'appelle Transformation pédagogique et numérique dans l'enseignement supérieur. On a mobilisé toutes les universités et les écoles rennaises pour faire un PIA, innovation pédagogique et numérique, et on a collecté plein de données et on en a tiré un certain nombre de conclusions. Donc, je vais vous livrer quelques pistes, en fait, dans les minutes qui me restent, et puis je reprendrai probablement en fin d'après-midi. Il y a une vraie question par rapport à l'ambition inclusive ou le processus d'accessibilisation, puisqu'on voit qu'elles s'articulent toutes les deux, et clairement l'évolution de la forme scolaire et universitaire. C'est-à-dire que, dans un autre PIA sur le scolaire, on avait fait passer à 500 collégiens des jeux sur tablette qui mesuraient la propension à la concurrence et à l'individualisme et la propension à l'altruisme et à la coopération. Et comme on est des gros malins, on a croisé les résultats de ces jeux avec les résultats scolaires des élèves. Ça fait vraiment peur. Ceux qui sont les plus individualistes, ceux qui travaillent tout seuls, sont ceux, toutes choses égales par ailleurs, qui ont les meilleures notes. Ce qui veut dire que malgré tout le discours appuyé sur les imaginaires numériques de coopération, le fameux village planétaire, le discours numérique est rempli d'injonctions à la coopération. Nos formes scolaires et universitaires demeurent caricaturalement
on va dire, compétitive. Donc il y a un vrai sujet là-dessus. Ce qui veut dire qu'on se retrouve avec des thématiques qui sont récurrentes dans les travaux, alors à la fois l'analyse de notre projet, mais aussi les publications actuelles, il y en a quand même un certain nombre. Il y a la question de la transformation des espaces, il y a la question de la transformation des temps de formation, assez clairement la question des maquettes, en fait, hein, on est vraiment là-dessus. Il y a la question du paradigme coopératif et ensuite la question de la transformation des règles favorisant l'individualisation et la coopération. Ce que je suis en train de dire, c'est que globalement, on a un discours autour de l'innovation pédagogique qui nous invite à l'innovation, l'individualisation, l'accessibilisation, la coopération. Et en fait, on a des formes, des temps et des lieux qui s'opposent à ça à longueur de temps, même si on n'en parle pas. L'injonction, on parlait hier soir de l'injonction au contrôle terminal qui va s'inscrire dans les maquettes et qui, pour un certain nombre d'universités, avec les gros effectifs de L1, finit finalement par des QCM sur des temps qui sembleraient être des temps de contrôle continu. Et puis, il y a un vieux barbu avec une barbe blanche qui dit « Mais ça s'appelle du contrôle terminal, ça !» Pas du contrôle continu. Donc voilà, on est à longueur de temps dans ces espèces d'injonctions paradoxales. Il faut vraiment que les équipes se saisissent de ça, parce que c'est important. Processus émergent, donc côté obscur, on voit bien qu'on a des processus institutionnels lourds, mais côté lumineux de la force, on a effectivement cette idée que l'accessibilité aux ressources et aux environnements numériques doit s'installer dans une forme d'accessibilité générale des institutions, en fait. Et ça, c'est le grand message de Serge Ebersold. C'est-à-dire qu'il faut travailler en même temps les ressources que les projets politiques, la manière de communiquer aux acteurs et aux étudiants, la manière d'accompagner les acteurs et les étudiants, etc., dans une forme d'anthropologie qui renvoie à ce que Génard avait proposé en 2013, c'est-à-dire cette idée que la coopération, c'est avant tout quelque chose autour de la participation, de l'engagement des acteurs. Et je pense que je vais finir là-dessus. On a une chance historique incroyable. Je ne veux pas faire de la pub non plus, mais ça s'est quand même appelé un peu le Covid. Alors on peut raconter tout ce qu'on veut sur le Covid, mais il y a une chose qui est absolument sûre, c'est qu'un virus n'est pas idéologique. Enfin. On n'a pas une rupture politique portée par un ministre dans le contexte d'un gouvernement, avec le contexte des négociations européennes, etc. On a une saleté de virus qui nous arrive dessus et qui va provoquer des choses. Alors pour moi, ce qui nous est arrivé, c'est ce que Marcel Mauss appelle un fait social total, sauf que ce fait social total, il a différentes déclinaisons et qu'aujourd'hui, il est bien clair que le XXIe siècle, il est numérique. C'est-à-dire, entre autres, hein, il y a d'autres sujets écologiques, voilà, etc., de genre, enfin, voilà, de lutte contre les discriminations et les inégalités, mais il est aussi numérique. Et il faut le regarder comme fait social total numérique. Si on déroule le film qu'on vient de vivre et ce que je viens de vous raconter, finalement, on est passé dans les années 60-70 de l'imaginaire industriel et salarial, entièrement centré sur la production, qui va générer entre les groupes sociaux des négociations de salaire, de conditions de travail. Vous voyez que ça reste, mais il y a quelque chose là qui commence à être véritablement dépassé ou véritablement dans un autre imaginaire, dans un autre registre. Et assez curieusement, l'histoire de la société, de l'économie de la connaissance de Lisbonne des années 90, avec l'imaginaire informationnel de la société de la connaissance, avec cette idée de capital humain, qui avait comme corrélatif, je ne sais pas si vous connaissez cette phrase de Sartre, dans une société sans projet, on demande aux individus de chacun avoir le sien. Ce qui s'est passé dans la société de l'information, c'est une ultra-individualisation qui se heurte au fait que finalement tout le monde n'est pas en situation de pouvoir exprimer ce que certains vont décrire comme empowerment, pouvoir d'agir, capacité chez Amartya Sen. Enfin, on a un ensemble là, théorique qui est assez cohérent.
Et il me semble que sur les 10 premières années du 21e siècle, ce truc-là s'est effrité petit à petit, pour reprendre de vigueur autour d'un imaginaire qui s'arrime finalement aux grands imaginaires technologiques, autour de la question de la coopération, que moi je lie totalement à la question de l'inclusion et donc de l'accessibilisation. Je crois que je vais finir là-dessus. Merci de votre attention. Je voulais revenir sur une partie de vos propos sur la lame de fond, je dirais, du numérique avec les gens déconnectés. Aujourd'hui, on voit bien que les low-tech, ça devient non pas seulement à la mode, mais une obligation, rupture des semi-conducteurs. Comment vous voyez l'articulation, je dirais, des low-tech dans un futur avenir hyper connecté ? Il faut qu'on passe par une analyse précise et une prise de responsabilité quasiment vitale de l'éducation et de la formation. La question des low-tech, c'est pas la question des low-tech en tant que telle, c'est la question de l'appropriation des low-tech par le plus grand nombre possible de gens. Et on sait, je reviens d'une mission en Martinique où j'ai fait des focus group pour pas exagérer, sinon vous allez vous dire c'est dur comme métier. J'ai fait le tour des établissements scolaires de Martinique. Et c'est la première fois que j'entendais des enseignants me dire « Monsieur Plantard, comment on fait pour lutter contre les influenceuses ?» Tout le monde le pense, en fait. Et en Martinique, avec notre forme scolaire, avec notre institution scolaire, avec notre institution universitaire, finalement la situation est très différente et très exposée à ce qu'on va appeler l'économie de l'attention, les algorithmes addictifs, les dark patterns, etc., etc. Et donc, pour vraiment contextualiser la question du numérique responsable, des low-tech, etc., etc., il faut prendre en compte que finalement, on a laissé pendant des années les gamins tout seuls avec les technologies. Moi, j'appelle ça le dessaisissement éducatif, sous prétexte qu'ils étaient tombés dedans quand ils étaient petits. Hein, vous avez entendu parler de ça, les digital natives. Tous les travaux depuis le début des années 2000 décrivent qu'il y a autant de différences d'usage au sein des classes d'âge qu'entre les classes d'âge. Et qu'il y a plein de gamins, même arrivés à l'université, qui sont H24 sur les réseaux sociaux et qui ne comprennent rien de la commande universitaire ou scolaire. Donc, il faut qu'on arrête de le réfléchir entre soi, c'est-à-dire entre intello, entre techniciens, enfin entre informaticiens, etc. Il faut qu'on comprenne que si on doit aller là, il y a un effort d'accompagnement de ces publics à s'émanciper finalement des pratiques de consommation excessive des écrans, etc. Vous savez tous que le plus grand prédateur animal de la planète aujourd'hui, c'est le chaton mignon quand même. Et à chaque fois qu'on tolère de faire circuler des chatons mignons à longueur de temps, on bouffe de la bande passante, on rentre dans la captation des données par les GAFA, etc., etc. Donc, il y a ce pas de côté qui me paraît vraiment important, et peut-être je reprendrai ça en fin d'après-midi. Merci, et merci beaucoup pour partir des usages, c'est fondamental, je pense. Et tu as fait un peu de teasing à la fin sur le livre. Est-ce que tu as des enquêtes sur les différents usages par les étudiants justement du numérique? Parce que nous, on parle souvent des étudiants comme d'un bloc. Oui. Les étudiants, ils lisent plus les mails. Et quand on discute avec eux, on voit qu'il y a quand même une diversité d'usages qui est très forte, fonction de la classe sociale, oui, du territoire de résidence. C'était pour savoir si tu avais des sources dessus. Alors oui, on a fait plusieurs enquêtes sur les étudiants et on est en train de refinaliser ça dans un article pour la revue Diversité de l'IFE. Mais
plus que ça, et c'est pareil, je pense que c'est intéressant aussi, enfin merci pour l'invitation, parce qu'il y a aussi ça dans le bouquin, et c'est pour ça que c'est produit par un collectif. Dans le bouquin, évidemment, il y a du concept, il y a de l'article scientifique, etc. Mais il y a aussi une forme de méthodologie participative qui s'appelle le Living Lab. En fait, c'est cette idée de collecter des données au fil de l'eau avec les acteurs, avec les enseignants-chercheurs, avec les ingépédas, mais aussi avec les étudiants. Donc la dimension qualitative, en gros, dans le livre, il y a intro, conclusion assez théorique, mais autrement, il y a plein de micro-projets qui sont analysés avec un certain nombre des grilles que j'ai essayé de vous passer et objectiver. Le bouquin part d'expérimentation avec 80 000 étudiants quand même. Ça a touché de près ou loin 80 000 étudiants. Alors on me dit c'est pas possible de faire de la recherche comme ça. Si, c'est possible de faire de la recherche comme ça à partir du moment où on fait monter en charge les collègues. Et on leur fait confiance en fait. On a des collègues de toutes les disciplines qui se sont rendus compte que finalement, mieux connaître les usages de leurs étudiants et les contraster avec les usages des étudiants d'à côté. Quand je dis les étudiants d'à côté, Rennes 1 et Rennes 2, c'est deux universités très différentes. On a des écoles, enfin, etc., etc. On peut travailler les contextes et travailler, on va dire, en gros, les usages différenciés des étudiants. Et voilà, donc pour juste peut-être illustrer, c'est la dernière enquête qu'on a fait passer à l'ensemble des L1 de Rennes pour les interroger sur leur premier vécu du confinement. Donc j'avais un cours, ils ont réagi au cours de manière extraordinaire. Je me suis dit tiens, je prends le biais et on lance une enquête en ligne. On a eu 4000 réponses, donc c'est quand même voilà. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est l'extrême perte des rituels, en fait. Et donc, alors bon, en Bretagne, ça a des formes tout à fait spécifiques. Des gamins qui sont arrivés chez nous dans les universités, qui ont eu le sentiment de ne pas avoir mérité leur bac, de ne pas avoir travaillé leur bac, de ne pas avoir fêté leur bac, de ne pas avoir fait les premiers petits boulots d'été, animateurs, vendeurs, restaurateurs, etc., de ne pas avoir assisté au premier festival. C'est un rituel. Quand tu as ton bac en Bretagne, tu vas aux Vieilles Charrues. Il n'y avait pas les Vieilles Charrues. Eh bien ça, en fait, ça crée une espèce de posture vis-à-vis de la poursuite d'études qui est une posture, on va dire, plus, je ne vais pas dire dépressive, mais plus en fragilité que ce qu'on avait eu l'habitude d'avoir. Et comme nous, on avait des enquêtes antérieures, on voit bien la bascule. C'est juste un point, c'est la conclusion de l'article, en fait. Oui. On est, ouais. Là, on est dessus. Bon, alors du coup, je vais être obligé d'interrompre cet échange, malheureusement. Quoi donc ? Il y a encore une question ? Oui ? Non ? Ok. Donc, on va être obligé de passer à la suite. Donc, la suite, on va remercier Pascal, s'il vous plaît. Merci. Voilà.